Merci, mesdames, pour traiter ce sujet ô combien compliqué des pratiques et innovations responsables et les défis qui vont avec et qui sont d'autant plus difficiles que les réglementations se succèdent, que la loi AGEC est passée par là et que les consommateurs aussi ont leur desiderata. Petit tour de table, ravie pour commencer. Sophie Pinière, fondatrice de WeTurn. Bonjour. Depuis 3 ans, WeTurn, est-ce qu'il fonctionne, Sophie ? Allô, oui. Oui, ça fonctionne. WeTurn pour valoriser les stocks dormants et invendus textiles. Tout à fait. On a développé une filière qui transforme et qui revalorise les matières premières pré-consumer, donc les chutes de production, les rouleaux de tissu et les produits finis à haute valeur marchande qui ne peuvent pas parfois être donnés et surtout qui ne peuvent plus être détruites. C'est notre métier d'origine et puis maintenant on a ouvert à d'autres filières. Donc l'objectif est d'en parler aujourd'hui. Et exactement. Marie Berthelon est avec nous parce que quand on parle... Pardon, je fais juste une petite précision d'abord. Tout à l'heure, justement, on en parlait avec le comité stratégique de filière mode et luxe. Ça regroupe aussi, et ce forum de la mode englobe aussi les accessoires et notamment la joaillerie. Donc vous êtes la digne représentante aujourd'hui. Merci beaucoup Marie Berthelon, cofondatrice et présidente de Rouvna. C'est une ancienne maison de joaillerie relancée en 2022. Premier joaillier circulaire, dites-vous. Premier joaillier circulaire, oui. Et de fait, je me suis beaucoup inspirée de la mode. Moi, j'ai passé plus de 20 ans dans les grands groupes de joaillerie. J'ai travaillé chez Cartier, j'ai travaillé chez Hermès, chez De Beers. Je vois bien comment ça fonctionne. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Mercedes tout à l'heure sur le fait que finalement, sur la joaillerie, c'est pas urgent de se transformer parce qu'on imagine que c'est des produits éminemment durables. Et en fait, tout est parti du principe que plus de 70% des pierres sont déjà extraites du sol aujourd'hui et que toutes les maisons de joaillerie vont aller chercher des pierres normées, donc continuer à extraire des pierres. Et moi, en fait, je me suis dit, mais utilisons ce qui existe. Et c'est un peu une invention de la joaillerie circulaire parce qu'en fait, il n'y a pas de maisons qui font de la joaillerie circulaire aujourd'hui. Donc, je suis allée regarder ce que faisait la mode et puis j'ai essayé d'inventer avec des associés au quotidien ce qu'on pouvait faire de créatif, de pertinent et d'impactant surtout. Et on va voir que ce n'est pas si facile, que tout ceci prend du temps, évidemment, comme tout engagement de la sorte. On va y revenir dans un instant. Marie-Laure Piednoir également est avec nous, directrice développement durable chez Salomon. On redonne peut-être quelques chiffres sur Salomon aujourd'hui, où vous en êtes sur cette belle maison. Oui, donc merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici pour représenter ce qu'on fait chez Salomon, nos efforts en responsable. Salomon, c'est une société qui est née en 1947 dans les Alpes, précisément à Annecy. Et on a eu toute une histoire autour du ski. Et depuis les années 90 aussi autour de la chaussure et du textile. Donc c'est comme ça qu'on s'est diversifié, notamment à cause du changement climatique. Et effectivement, on a depuis aussi pas mal tissé des liens avec le monde de la mode et du luxe. Carole Aubry, chef de projet R&D de l'IFTH, Institut français du textile et de l'habillement. C'est un centre technique industriel créé en 2000, une mission promouvoir et accompagner les industriels dans l'innovation. Exactement, effectivement. À l'IFTH, en tant que centre technique industriel, on a la chance d'être entre les deux mondes, de l'université, laboratoire, au milieu industriel. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement faire bénéficier l'ensemble des industriels du textile, de la mode et de l'habillement, des inventions, des nouveaux produits qui vont pouvoir ressortir. Merci à vous. Fanny Parchemin-Braun, également, Innovation Project Manager chez Lectra, leader mondial de la découpe de tissus pour la mode, l'automobile et l'ameublement. Vous êtes à un poste qui a été créé, qui est assez récent finalement, qui a été créé il y a 3 ans au département Innovation. C'est un poste de coordination de l'Open Innovation. Oui, exactement. Et ce matin, je vais vous parler des différents think tanks qui est une démarche qu'on a initiée maintenant il y a 3 ans sur différents sujets, tous liés à la technologie et au développement durable. Parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent les logiciels et les offres de Lectra, mais vous avez aussi ce rôle-là, en tout cas, vous êtes de fil en aiguille à attribuer cette mission-là. Amélie Arbouin également est avec nous, responsable matières premières, upcycling et impact chez Marine Serre. Oui, bonjour à tous et merci encore pour cette invitation. Donc, je représente Marine Serre aujourd'hui, qui est la figure de proue de l'upcycling et surtout de son industrialisation depuis les premières collections.
et jusqu'à présent. Alors, justement, je me suis dit qu'on allait faire un premier tour de table parce qu'on le voit tout à votre niveau. Vous êtes dans l'innovation responsable, et bien entendu, c'est votre enjeu, c'est votre mission au quotidien. Et finalement, à quelle innovation on va s'arrêter chacune sur un exemple précis parce que vous avez des tas d'exemples. On ne peut pas tout raconter aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter sur un exemple à chaque fois et surtout la manière dont vous l'avez fait. Parce que le sujet du jour, pratique et innovation responsable, dans le sous-titre, on a aussi cette idée d'intelligence collective qui est de plus en plus présente, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais juste en filigrane. Et c'est vraiment un sujet, notamment quand on est une plateforme et notamment quand on s'appelle WeTurn. Sophie, alors justement, quelle est cette nouveauté dont vous vouliez nous parler, qui est Valo aujourd'hui et qui permet d'aller encore plus loin sur justement votre proposition de valeur? Oui, alors juste pour un tout petit point d'introduction. Donc à l'origine, WeTurn s'est développé a développé un service pour permettre aux entreprises de retraiter, de revaloriser leurs produits finis invendus, stock de matière, avec la loi AGEC, mais surtout pour du bon sens. Cette matière première qu'on importe, dont on a la responsabilité de la faire durer et de la réutiliser. Donc on était à l'origine spécialisé dans le recyclage en boucle fermée. Donc on a créé une filière logistique de traitement de la matière, de conditionnement et de transformation. Mais aujourd'hui, il s'avère qu'en recyclage boucle fermée, on atteint des taux de 30 à 40%. C'est déjà mieux que le 1% du marché. Donc chez WeTurn, on atteint des taux de 30 à 40% parce qu'on se focalise sur la matière naturelle, homogène, etc. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher les 60 autres pourcents, permettre à une marque d'aller voir WeTurn et de dire, moi j'ai toute cette matière première, j'ai une hiérarchie à respecter, dont réutilisation, réemploi avant le recyclage, et je voudrais en fait, plutôt que vous me preniez que 30% de ma matière, j'aimerais que vous me preniez 100% et que vous sachiez bien la retraiter. Donc l'enjeu, c'est d'aller créer tout un écosystème. Donc pendant 3 ans, on a rencontré beaucoup d'associations, on a rencontré des plateformes de réemploi parce qu'en fait, tous, on se partage finalement les gisements disponibles sur le marché. Et pour un metteur en marché aujourd'hui, c'est une vraie complexité que de se mettre en conformité avec la loi AGEC, ou en tout cas d'engager de la circularité, de devenir opérationnel sur le sujet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé Valo. Valo, c'est une plateforme dans laquelle on a rentré dans le code, donc c'est une plateforme SaaS, un logiciel, dans lequel on a intégré à la source toutes les règles de gestion et de tri des associations, donc le don, donc la cravate solidaire, l'agent du don en nature, Tissons la solidarité, qui eux vont regarder les typologies de produits finis, les tailles et le fait qu'il n'y ait pas de valeur marchande ou de propriété intellectuelle. On a rentré des plateformes Nonasource, Beglarian pour les rouleaux qui sont non protégés, donc qui sont neutres et qui peuvent être revendus. Et ainsi de suite, en fait, filière de dons, de réutilisation, de réemploi, d'upcycling avec Losange, et WeTurn pour la partie boucle fermée, Fabrique pour le downcycling. Donc le but, la promesse, c'est de dire à une marque, aujourd'hui vous avez un stock, on n'est pas là pour juger pourquoi vous avez ce stock, ça peut être lié à peut-être une surproduction, ça peut être lié à une collection qui ne fonctionne pas. On n'est pas là pour juger, on a toujours conservé les informations de manière très confidentielle de nos clients. Aujourd'hui, on veut juste mettre un peu plus de bon sens et d'opérer vraiment cette bascule vers la circularité et de faire comprendre en fait que cette matière première, elle peut, on commence toujours par une cartographie des flux. Quelle typologie de matière première avez-vous? Quelle composition? Et ainsi de suite. Et ensuite, on sait exactement ce que les associations recherchent, on sait ce que les plateformes de revente recherchent, et ainsi de suite. C'est la promesse. Pardon de vous interrompre, juste, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ces partenaires-là, comment vous les avez choisis et quel est le partenariat, justement? Alors, on les a choisis parce que ce sont des plateformes, enfin des acteurs et des filières qui sont reconnus aujourd'hui, que les clients aussi utilisent pour le don. Typiquement, un client aujourd'hui, une maison doit aller voir pour le don, on va principalement voir l'agence du don en nature et la cravate solidaire. Donc c'est des filières qui nous ont été soit recommandées, soit qu'on connaît d'expérience. Nonasource, c'est parce qu'on a un partenariat avec le groupe LVMH et donc donc les maisons ont l'obligation de revaloriser leur matière sur cette plateforme, mais on ne travaille pas que pour le groupe LVMH. Donc pour d'autres groupes, on a en face une Beglarian Fabrique, c'est ainsi de suite. Donc on a aujourd'hui été choisir des plateformes et des filières qui sont reconnues, qui sont industrielles, qui sont capables de traiter et de transformer des volumes et des belles matières. Et d'autres partenaires, du coup, pourraient entrer dans la boucle? Exactement. Si une maison nous dit aujourd'hui, moi, je travaille avec telle association sur le don, le réemploi, et on va rentrer en contact avec cette association, on va lui
on va collecter son cahier des charges. Quels sont les produits que vous acceptez? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que filière, et c'était une des problématiques qu'on avait rencontrées, et toutes les filières ont le même sujet, c'est que les maisons envoyaient les camions. Allez, débrouillez-vous. Moi, j'ai tout ça comme produit, comme matière. Mais le problème, c'est qu'une filière n'a pas la main-d'œuvre, n'a pas les moyens que de trier sur trier. C'est un temps considérable. Et donc, aujourd'hui, pour qu'on atteigne des taux de valorisation qui soient beaucoup plus optimaux, intéressants, il faut que la filière reçoive exactement un gisement qui soit bien qualifié, qui soit exactement le gisement qu'elle sait traiter, qu'elle sait revaloriser, qu'elle sait redistribuer. Et donc, c'est pour ça qu'on a dans le code un système de tri automatique. Quand on reçoit un inventaire d'une maison, on a toutes les informations sur le stock et l'outil sait reconnaître exactement tous les produits qui vont d'abord aller aux dons, ceux qui ensuite sont proposés au réemploi, au recyclage. Et à la fin, 100% de l'inventaire est retraité. Et justement, et ça permet autre chose, ça me permet de passer au sujet d'après, c'est une traçabilité aussi. C'est qu'on a la visibilité et la traçabilité sur tout ce que deviennent ces invendus-là et ces stocks. Et c'est la promesse, c'est d'avoir dans un même espace toute la donnée consolidée sur les taux de revalorisation par filière, tous les documents de suivi, bordereau de suivi de déchets, de transformation, les CERFA pour le don et ainsi de suite. Et effectivement, il y a une promesse qu'on sait exactement ce que devient la matière. Et si on veut la réutiliser en upcycling, en recyclage, on peut aussi lancer un projet directement. Alors justement, Fanny, la traçabilité, c'est un des premiers sujets qui vous a interpellé dans cette idée de think tank, vous le disiez. Quand on fait de l'innovation, c'est à un moment donné, on se dit on va se prendre tous ensemble, les experts, les marques, on va réfléchir au sujet ensemble, au plus gros pain point finalement. Oui, tout à fait. Je pense que c'est la première innovation durable à laquelle Lectra a contribué. Effectivement, en 2021, on a lancé ce premier think tank sur le sujet de la traçabilité des matières, mais aussi des produits. Et effectivement, on a choisi ce sujet parce que pour les marques, c'est un vrai challenge, en fait, d'identifier les acteurs qui composent leur chaîne de valeur, qui sont souvent des supply chains qui sont longues, qui sont opaques, qui sont fragmentées, avec un nombre de données important à collecter et à sécuriser, en fait, entre ces différentes étapes de transaction. Et c'est d'autant plus le cas aujourd'hui avec le contexte réglementaire qui impose et qui demande aux marques de gagner en maturité et en connaissance de ces différentes étapes. Donc comment il fonctionne ce think tank ? Et donc qu'est-ce que ça permet? En fait, on s'est rendu compte en 2021 que ce sujet qui nous intéressait d'un point de vue innovation intéressait beaucoup les marques et surtout qu'il y avait beaucoup de startups qui étaient en train de se créer. Donc ce think tank, on l'a créé de façon privée mais très ouverte. C'est-à-dire qu'on le fait en open innovation. On a invité des marques à se joindre à nous autour de la table, assez représentatifs, pour qu'on on représente le prêt-à-porter, le luxe, la lingerie, le sportswear. L'idée, c'est qu'il y ait au moins un représentant par catégorie. Et donc, vous pouvez citer quelques marques? Oui, je peux. Actuellement, on a EKKS, on a le groupe MF Brands avec Lacoste, on a Rouge-Gorge pour la lingerie, on a Mia Mountain Group pour l'outdoor. Pour le luxe, on a Chloé, Balenciaga et d'autres. Et donc, tous ces gens, on se parle avec vous, oui, et des experts? Absolument. Donc, on fait intervenir des consultants externes pour faire entrer de la connaissance, vérifier aussi si les marques sont d'accord avec les définitions qui sont posées. C'est d'ailleurs ce qu'on a commencé par faire sur le sujet de la traçabilité, c'est se dire en fait qu'est-ce qu'on veut résoudre et qu'est-ce que la technologie doit permettre. Et donc, on était tous d'accord sur le fait qu'il fallait commencer la traçabilité là où la matière première est créée, et que ces outils doivent permettre ensuite de suivre tout ce qui se passe entre les intermédiaires jusqu'au produit fini. C'est donc une traçabilité remontante qu'on était en train de rechercher, et en parallèle avec le département innovation, c'est exactement l'activité qu'on mène, à savoir identifier toutes les startups qui se construisent autour de ces nouveaux challenges, et en fait on en a présenté 6 à ce groupe de travail. C'est ça, avec ce think tank, benchmark des solutions. Oui. Et au final, et on en a présenté 6, dont une qui avait ce système justement de traçabilité remontante qui est Textile Genesis et qui a surpris, interpellé et questionné le groupe. Donc en fait, on s'est dit super, on va aller plus loin. On a enclenché un pilote. Donc en collaboration avec Textile Genesis, avec la contribution des différentes marques qui ont chacune donné un produit récent de leur collection qu'on a tracé par le biais de la plateforme. Et donc l'histoire est d'autant plus belle qu'en 2022, Lectra a annoncé l'acquisition de Textile Genesis, qui continue sa croissance et qui aujourd'hui a plus de 8000 acteurs dans la plateforme, dans 70 pays, plus de 800 millions de vêtements tracés.
Donc là, c'était le premier sujet du think tank. On reviendra tout à l'heure parce qu'à chaque, finalement, ça a tellement bien fonctionné, ce think tank, ces partages que vous avez enclenchés sur d'autres sujets. Peut-être vous pouvez juste nous citer les 2 sujets d'après. C'est ça, donc le sujet de l'année suivante, parce que les marques nous ont dit, bon, on va pas s'arrêter là, en fait, c'est super intéressant ce qu'on fait. On leur a demandé quels étaient leurs challenges, parce qu'on s'est dit, très bien, autant travailler sur des vrais sujets qui sont ceux des marques en ce moment. On a vu que les départements RSE étaient en train de se construire, que là où on avait 2 personnes en 2021, entre-temps, ils s'étaient retrouvés à 5, à 10. Et donc, le sujet qu'on a traité ensuite, c'était celui de la notation des produits. Donc, évidemment, en écho aux différentes lois européennes, françaises, avec l'affichage environnemental dont je pourrais vous parler ensuite. Et là, en ce moment, on travaille sur l'éco-design. Eh oui. Voilà. Justement, sur la traçabilité, Amélie, il me semble que vous avez discuté aussi de la même façon. Alors, vous participez à d'autres groupes de travail sur ce sujet-là? Oui, nous participons à d'autres groupes de travail, mais la traçabilité est quand même déjà bien implantée chez nous depuis le départ, à l'occasion de projets pilotes auxquels nous avions participé précédemment. Nous avons aussi opté pour une solution. Mais on travaille aussi sur d'autres types de groupes de travail, notamment sur la durabilité, l'intrinsèque et extrinsèque, qui est très importante pour nous, notamment sur tous les sujets de matière upcycling, et également sur un projet de label qui encadrerait justement les différentes pratiques circulaires et notamment la confection d'upcycling. Mais votre spécialité, vous le disiez tout à l'heure, vous étiez, je dis vous étiez pionnière, Marine Serre était pionnière sur cette idée d'upcycling. Et une fois qu'on a dit upcycling, ça implique toute une transformation du business model, de la production et donc des personnes avec qui l'on travaille. Tout à fait, c'est vraiment un sujet de coopération avant tout. C'est-à-dire Marine Serre, quand elle a débuté, elle a sélectionné elle-même les produits finis. Elle a fait la conception des modèles. Elle est partie elle-même en usine directement pour travailler avec eux, main dans la main. Les usines, de leur côté, ont dû travailler avec une pluralité d'imprimés, des différentes mains, des différentes compositions et construire un produit qui corresponde aux attentes créatives de Marine. Et ça a été un véritable challenge. Donc, on a mis tout ce processus-là qui, finalement, est devenu un réel savoir-faire. Et c'est un processus qui connaît une amélioration continue de collection en collection. Et donc les ateliers vous suivent, sont challengés, et c'est de la co-construction en fait. C'est de la co-construction, de la coopération, et ce sont les mêmes ateliers, enfin les mêmes usines, parce qu'on parle d'usines, puisque maintenant on parle vraiment d'industrialisation. Ce sont les mêmes usines avec lesquelles on travaille depuis le départ. Et quelque chose qui est vraiment très important et qui est une contribution et qui est inhérent aussi à notre pratique de l'upcycling, ça va être l'intégration d'une équipe de transformation au sein de nos locaux et qui vont sélectionner, qui vont trier, valoriser les différentes matières et composants que nous allons recevoir et avec lesquels nous allons travailler. Et tout ça, justement, travailler dans le cadre d'un cahier des charges très précis et toujours dans une volonté créative. Et donc l'idée, c'est que vous avez réussi finalement cette scalabilité de l'upcycling. Oui, notamment sur des matières type le denim ou type l'été d'oreiller que nous allons travailler régulièrement, mais qui maintenant aussi sont très challengeants au niveau de l'approvisionnement, et on en parlera un petit peu plus tard. Ah, la grande question de l'approvisionnement, justement, Carole, je voulais y venir aussi avec vous parce que l'approvisionnement, c'est la clé de tout. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'upcycling, mais les gisements vont commencer déjà à se tarir. C'est ça. Effectivement, dans le recyclage, parce qu'une fois que le réemploi ou la réutilisation n'est plus possible, on passe à l'étape de recyclage. Et effectivement, on s'aperçoit que la collecte et les gisements sont manquants à l'heure actuelle. On connaît beaucoup le recyclage de la bouteille polyester, qui est déjà éprouvé, validé. L'idée, c'est de se dire, les autres polyesters, c'est nous, c'est le textile. On a une quantité très importante de notre propre gisement qu'il est important de réutiliser. Mais tout commence par la collecte, effectivement, et la récupération de ces gisements, le tri, et enfin le recyclage chimique qui peut avoir lieu sur le territoire. On a une chance folle en France. On a beaucoup de chimistes qui travaillent chez nous, pas forcément que français, mais qui s'installent chez nous. Et on va pouvoir, d'ici quelques années, l'année prochaine pour Carbios, 2027-2028 pour Eastman,
avoir effectivement des entreprises qui vont pouvoir travailler nos matières pour pouvoir récupérer la matière première, hein, le monomère de polyester, de manière à pouvoir resynthétiser ensuite ces polymères et retransformer ces matériaux en fils. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sort même de l'univers de la mode dans ce cadre-là, parce que dans votre groupe de travail, en tout cas dans votre expertise sur ce sujet-là du recyclage du polyester, vous travaillez aussi avec Michelin, par exemple. Exactement. En fait, Michelin, c'est le porteur d'un gros projet européen avec lequel on travaille, et notamment Carbios également, où en fait, le polyester est partout, hein, dans les composites, les pneumatiques, l'habillement, le textile, les textiles techniques. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir mutualiser tous ces gisements et puis se rendre compte que le polyester, il n'est pas tout seul. Il est souvent accompagné d'un élastane, d'induction polyuréthane, etc. Donc toutes ces problématiques-là, c'est comment récupérer soit le polyester, soit faire avec ces contaminants et pouvoir le retravailler, le recycler pour récupérer une matière noble, réutilisable, effectivement, avec ses propriétés de durabilité qu'on connaît déjà sur le polyester vierge. Dans combien de temps on va pouvoir reproduire un fil ? D'ici 2-3 ans, je pense que le fil sera là, notamment avec les usines qui sont en train de se monter, donc à Longlaville pour Carbios, et puis Eastman qui sera normalement opérationnel en 2028 en Normandie. Donc Eastman, c'est un chimiste, hein ? Un chimiste américain qui s'installe en France. Ouais. Parfait. Vous travaillez aussi avec Carbios chez Salomon. C'était pas là-dessus que ça me permet de faire la transition. Vous travaillez aussi avec Carbios. Marie-Laure, et on avait beaucoup parlé au moment du Covid de la relocalisation en France. Ça, c'était un des premiers défis hyper importants où vous êtes parlé avec les amis et néanmoins concurrents de la spécialité. Et aujourd'hui, vous allez encore plus loin avec des chaussures avec Puma. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, chez Salomon, on se dit, bon, on va travailler avec la concurrence, on va aller au-delà de ça pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et donc, effectivement, cette notion d'aller travailler, vous m'entendez, oui, c'est bon. Cette notion d'aller travailler avec le reste du monde, c'était pas forcément du tout acquis dans le secteur de l'outdoor et chez Salomon, parce qu'on a un historique déjà au Savoyard, donc assez secret. On a un historique d'ingénieur. On est très centré sur l'innovation. Donc aussi l'idée que tant que le produit, le concept n'est pas parfait, on ne le sortira pas. Et la dernière composante, c'est qu'on est une entreprise qui est dans le sport de performance. Donc ces 3 composantes-là, ça fait qu'on a vécu quand même beaucoup dans un esprit de compétition et très peu dans le partage. Et la RSE a été vraiment une occasion, l'occasion vraiment de s'ouvrir, parce que effectivement les enjeux qu'on connaît tous de climat, les enjeux sociaux qui nous arrivent très rapidement, ils sont plus gros que nous, on ne pourra pas les résoudre tout seul. Et dans l'outdoor, on peut être considéré comme une grosse marque, mais en fait, par rapport au reste du monde, notamment le secteur de la mode dans son ensemble, ou des consumer goods, on est tout petit. Et on ne pourra pas résoudre tout ça. Par contre, on a une force, c'est qu'on a une très bonne connaissance de nos produits, des produits de performance, et on a un vrai appétit pour une vraie historique sur l'innovation. Et c'est pour ça qu'on est allé notamment se rapprocher de Carbios pour faire partie du consortium textile to textile, parce qu'on prévoyait qu'on n'aurait plus accès à des gisements de PET, donc de polyester recyclé venant de l'industrie de la bouteille ou des consumer goods, parce que ce secteur-là aussi a besoin de se recycler en interne et donc va tarir le gisement vers le textile. Donc ça devenait un vrai enjeu. Et puis il y avait le fait que le recyclage mécanique n'était pas forcément hyper performant d'un point de vue environnemental, là où Carbios, avec le recyclage enzymatique, ils arrivent à des performances environnementales de recyclage qui sont hyper intéressantes par rapport à prendre une matière vierge. Et du coup, peut-être pour faire la passerelle avec votre question sur la relocalisation et l'intelligence collective, ça c'était un autre projet qu'on a mené aussi depuis 2019. À cette époque, on a commencé à s'ouvrir vers le reste du monde. On s'est posé la question de se dire, est-ce qu'on pourrait faire des baskets, des chaussures d'outdoor en France, en local ? Là où, pour l'instant, on s'appuie massivement, complètement, sur l'expertise mondiale qui est en Asie du Sud-Est. Et il y a une expertise qui est complètement folle, mais qui n'existe plus en France. Et c'est là que l'intelligence collective est arrivée, avec à la base des rencontres humaines, avec l'équipe de Chamatex. Et c'est monté très vite en 2019 un noyau avec des concurrents, donc Millet, Babola et nous, Salomon,
pour s'associer à Chamatex, qui est une usine qui fait des matières techniques en Ardèche, et se lancer dans ce projet fou de localiser la chaussure. On ne dit pas relocaliser parce nous, on a une empreinte globale, donc on ne va pas aller vouloir faire toutes nos chaussures en France et après les exporter dans le monde, mais il y a cet enjeu de localisation qui est très fort. Donc malgré vous, tout ce que vous nous disiez sur vous, cet ancrage savoyard, le fait que vous soyez donc c'est possible à un moment donné, il faut passer un cap pour arriver à ça. Et effectivement, aujourd'hui, ça vous permet une certaine proximité des ingénieurs avec la production, etc., qui permet d'avancer plus vite. Aussi, on en a la preuve. Alors, on a parlé beaucoup d'outils, de solutions, mais il y a aussi des process innovants quand on se lance comme ça dans des défis RSE. C'est ce que vous avez vécu. Je disais, Marie, que ça a pris un petit peu de temps chez Rovna, parce qu'une fois qu'on a dit, bon, bah ok, j'utilise de l'or et de l'argent recyclé et uniquement des pierres anciennes, bah oui, mais d'abord, où on les trouve, qui nous certifie tout ceci, et c'est toute cette chaîne de valeur et ces process-là que vous avez dû retravailler. Oui, et alors en fait, je voudrais dire que Rovna, c'est une entreprise à mission. Et en fait, on s'est construit autour de notre mission, qui est de revaloriser les ressources humaines et naturelles tout au long de la chaîne de valeur. L'idée est vraiment d'aller se dire, et si on essayait à travers tout ce qu'on fait, de faire du nouveau avec de l'ancien. Et c'est pas évident parce qu'en fait, voilà, il y a plein de matières qui n'existent pas. La filière de la pierre ancienne, elle n'existe absolument pas. Et aujourd'hui, les marchands de pierre qui ont des énormes clients comme Cartier, comme toutes ces grandes maisons que vous connaissez, ils attendent pas une start-up en fait qui va aller leur demander des certifications d'ancienneté. Moi, je vais les voir et je leur dis bonjour, prouvez-moi que vos pierres sont anciennes et je vais vous les acheter. Comment on fait en fait pour fédérer autour de soi à travers ce qui est une contrainte? Et moi j'adore approcher toutes ces problématiques qui ne sont pas des problèmes à travers un axe plutôt de créativité. En fait, il faut essayer d'imaginer ensemble ce qu'on peut faire. Et puis je crois beaucoup dans l'intérêt mutuel, aller trouver finalement des débouchés pour des personnes qui n'ont pas forcément pensé à certains débouchés. Alors je vais être un peu spécifique finalement parce que c'est vrai que chez Rovna, entreprise à mission, on fait du nouveau avec de l'ancien, c'est de l'or recyclé, de l'argent recyclé, tout le monde le fait. C'est des packaging upcyclés, on va acheter des vieilles boîtes qu'on confie à des artistes et puis qui en font des petites œuvres d'art finalement. Mais voilà, cette histoire de pierre est vraiment le nœud de la guerre pour nous. Et en réalité, aujourd'hui, il y a une opportunité pour ces marchands parce que les grandes maisons vont aller chercher du calibré. Vous allez chez Cartier, chez Harry Winston, chez De Beers, leur promesse, c'est que vous allez trouver les mêmes bijoux partout dans le monde, à Paris, à New York, à Hong Kong. Un saphir aura ce bleu, et c'est ça la promesse. Et nous, on va aller dire, en fait, si ce qui était beau, c'est ce qui avait de l'âme, si ce qui était beau, c'est ce qui est un peu différent, et si ce qui était beau, c'est ce que toi, tu vends pas, mais moi, ça m'intéresse en fait de te l'acheter. Et puis, on se rend compte que les clients, ça les intéresse d'avoir des pierres qui sont différentes. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi finalement, petit à petit, ça prend du temps, à construire une filière qui n'existe pas, parce que je vais offrir un débouché à ces négociants qu'ils n'ont pas aujourd'hui, en allant chercher les pierres singulières, en allant chercher des spinels noirs extraordinaires que vous ne verrez pas ailleurs. L'idée n'étant pas de copier la place Vendôme, mais d'aller la prendre de court un petit peu et d'offrir ce qu'ils n'ont pas. Et tout au début de l'aventure, il y a 2 ans, quand j'ai lancé Rovna, j'avais 4-5 négociants qui voulaient bien jouer avec nous. Aujourd'hui, ils viennent me voir. Ils viennent nous chercher en disant mais là regarde, j'ai trouvé un diamant absolument extraordinaire, c'est un diamant Rovna. Et j'adore entendre ça parce qu'en fait voilà, on commence à fédérer et je crois beaucoup dans cette histoire de cercle vertueux. Finalement on peut pas jouer tout seul. Moi je suis trop petite aujourd'hui comme start-up, demain on sera peut-être grand, mais on peut pas jouer tout seul. En revanche, en fédérant, on crée une dynamique joyeuse et collective qui fait que les gens se prennent un peu de passion pour notre projet. Il ne faut pas croire que tout est mercantile aujourd'hui dans nos jobs et que tout est norme et que tout est règle et que la sustainability, c'est un sujet qui parfois est chiant. En fait, non. Si on y va ensemble, mais si on y croit, ça et il permet la création, c'est exactement ce que vous dites, c'est exactement le projet de Marine Serre, sauf que quand même, comme vous dites, quand on est petit, ça prend du temps, beaucoup d'énergie et même en fédérant, Amélie, ce que vous vivez au quotidien, c'est que cette histoire de R&D, parce que pour développer tout ça, il faut la R&D, quand on est petit, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Déjà, l'upcycling, à la base, ça restera toujours compliqué. Par exemple, chaque collection, nous essayons d'intégrer une nouvelle matière et ça va toujours questionner l'approvisionnement, la conception du vêtement, son industrialisation, etc. On doit toujours repartir de zéro. Heureusement, on a toutes nos équipes qui sont aussi complètement dévouées à ce challenge.
Et c'est pour ça qu'on arrive au fur et à mesure à intégrer de nouveaux matériaux. Mais on continue quand même, au-delà de l'upcycling, à regarder tout ce qui se passe sur la R&D. Marine Serre est très préoccupée justement par tous les nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché. Mais pour une jeune maison indépendante, ça reste très compliqué d'allouer des budgets conséquents justement pour cette R&D, des subventions ou peut-être la mutualisation de commandes sur l'industrialisation des nouvelles matières ou peut-être l'accessibilité de projets qui sont déjà open source sur les matières pourraient être des leviers intéressants pour nous. Réponse peut-être de Marie-Laure chez Salomon. Quand justement vous avancez, vous développez de la R&D, des brevets, qu'est-ce que vous pensez de ce souhait peut-être d'être aussi, au-delà d'être en open innovation, être aussi en open source sur les brevets pour aider tout le monde? Quelle est votre vision des choses? Pour nous, c'est un enjeu. Enfin, c'est vraiment une prise de position en fait très très forte. Et dans la RSE, moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a plus le droit de faire des brevets fermés. Il faut absolument. On peut breveter parce qu'à un moment donné, on a besoin d'un petit avantage économique qui va faire que la structure qu'on est ne périclite pas, parce que derrière, on a besoin de continuer à collaborer. Mais un brevet fermé qui empêche toute une filière de produire la même innovation qui a une énorme vertu environnementale, ça ne devrait même pas exister. Et c'est vrai que nous, on s'est posé la question sur la chaussure Index, qui est une gamme de chaussures de running haute performance. C'est celle que vous avez au pied, là? Vous avez la version 1, la toute première version de 2000. Alors depuis, le design s'est amélioré. Le design a changé, voilà. Et voilà, c'est aussi la notion d'itération en innovation qui est extrêmement importante. Et sur cette chaussure-là, en fait, à la base, on voulait faire une chaussure monomatière. On s'est dit, puisque c'est hyper complexe de recycler une chaussure, il y a plein de composants, plein de matières différentes. Bon, le postulat très simple, c'est de dire, on part de monomatière, c'est l'hypothèse de base qui va nous faciliter le travail. Après, on construit la chaussure comme on veut, et puis on la jette dans le broyeur et on la recycle. Et en fait, c'était le concept qu'on a développé en 2019, ça marchait très bien, on l'a fait en TPU, en pensant aussi TPU égale la matière qu'on utilise dans les boots alpines chez Salomon, parce qu'on voulait déjà tester de la boucle fermée. En aparté, c'était pas tellement de la boucle fermée, c'était déjà de l'intelligence collective interne, parce que historiquement, le ski ne parle pas à la chaussure. Ah oui, quand même. C'est deux univers très différents. Chacun est dans sa petite entreprise et déjà, ils ne se parlaient pas. Et en fait, la RSE a eu déjà cette vertu d'intelligence collective, de se faire collaborer. La circularité interne, elle est née en RSE chez nous de ce projet Index. Et donc, au final, ces baskets-là se retrouvent dans les chaussures de ski. Exactement. Voilà. Cette chaussure-là, en fait, elle est finalement bimatière parce qu'on s'est heurté à un brevet qui est sur la place qui empêche en fait, les marques de pouvoir faire des chaussures monomatières. Il y a un brevet qui existe. Et on est obligé, du coup, il y a d'autres marques aussi qui ont le même écueil et qui sont obligées de faire du bimatière. Et cette chaussure-là, en fait, elle se coupe à ce niveau-là, que vous voyez ici. Cette partie-là, c'est du TPU qui peut être recyclé dans nos boots alpines, dans nos usines en Europe. Et la partie ici, le upper, enfin la tige, pardon, elle est en polyester. Et ce polyester, après, il peut être amené à des recycleurs. L'idée derrière, vous l'avez compris, c'est de pouvoir aussi aller l'amener chez des recycleurs comme Carbios et potentiellement, un peu en Graal, d'avoir une magnifique boucle fermée locale avec, on ne sait jamais, des chaussures haute performance, totalement recyclées chez Carbios, faites à Chamatex. Voilà, et pour ça, effectivement, il faudra bien que la matière revienne à son point de départ. Amélie, vous vouliez réagir là-dessus? Non, je voulais simplement ajouter qu'on a, grâce à cette table ronde, commencé à avoir des discussions sur des possibles échanges avec Marie-Laure. Et justement, c'est l'intelligence collective de ces rencontres, etc. Et c'est très intéressant parce que vous êtes sur de la couture, vous le disiez, sur du produit technique, et pourtant, vous cherchez, vous avez déjà d'autres collaborations vers la mode, il faut se parler aujourd'hui. Oui, je pense qu'il faut que tout le monde se parle et il faut que toutes les bonnes pratiques soient partagées afin que tout le monde puisse avancer ensemble. C'est ça l'objectif. Et même, ce qui est étonnant, c'est qu'on part vraiment de la science. En fait, aujourd'hui, même du côté de la mode, vous devez apprendre à parler scientifique.
C'est ça, et nous on attend que ça, par les sciences effectivement avec tout le monde et pouvoir apporter effectivement toutes les connaissances nouvelles à l'heure actuelle et avoir des vrais cas pratiques sur lesquels on peut nous aider la filière textile, mode et habillement pour pouvoir progresser et rendre accessible à tous justement les résultats de cette R&D. Qui vont pouvoir permettre d'avancer. Fanny, sur le dernier enjeu dont vous parliez tout à l'heure, l'éco-design, on retrouve tous ces sujets-là. Vous en êtes où sur ces discussions? On vient de démarrer, parce que c'est un nouveau challenge effectivement relevé par le groupe de travail pour cette année, vu qu'on vient de terminer l'autre travail sur la mesure de l'empreinte des vêtements. Ce que je peux dire, c'est qu'on se positionne vraiment au moment où le développeur produit a besoin de faire un choix. Qui est un moment qui est complexe. On n'a pas beaucoup de temps, où il faut finalement choisir la bonne matière, avec les bons process, avec les bonnes machines en arrière-plan, tout en mesurant son impact et si possible en ayant une vue globale sur un dashboard qui va nous donner un reporting de carbone. Donc ça, c'est un peu le rêve sur lequel on est en train d'essayer de construire une définition, une problématique et surtout à rechercher des solutions technologiques qui pourraient venir répondre. Donc pour tout vous dire, on continue la semaine prochaine et on a des solutions à inviter qui viendront pitcher à nouveau, présenter ce qu'elles proposent. Et il y a déjà des réponses technologiques qui, par le biais en fait, de la traçabilité en arrière-plan, des méthodologies qui permettent de calculer des impacts, vont plus loin et commencent à construire leur offre en fait, directement sur une logique d'éco-design. Sophie, ce que vous disiez, on se dit on est dans le meilleur des mondes, tout le monde commence à se parler à tous les niveaux. Et vous me disiez, quand on a préparé, vous me disiez, bon, oui, il y a des gens qui se parlent, mais peut-être pas tous. Et même à vos niveaux, vous qui êtes les nouveaux arrivés finalement de ce secteur-là, de ce marché-là, vous ne parlez pas toujours non plus. On finit tous par se parler parce qu'avec les fédérations, les événements, on se croise tous, on se connaît tous. Non, c'est effectivement, je trouve que cette table ronde est assez intéressante parce que je pense que tout le monde s'est déjà parlé dans le passé et va se parler dans le futur, notamment Carbios qui est quand même fédérateur sur un sujet du technique où nous aussi, on a pendant 3 ans, on n'avait pas de solution pour la revalorisation du synthétique, donc tout le monde sait que c'était détruit et là, on a un partenariat avec Carbios aussi, on a nos premiers pilotes qui sortent cette année, on a nos premiers fils qui arrivent, donc c'est plutôt très positif. Non, le vrai sujet, c'est effectivement, on a aujourd'hui, j'ai lu ce livre, j'ai relu ce livre que je recommande à tout le monde d'Éric Orsena sur le voyage au pays du coton. Parce qu'il est clé pour expliquer comment des pays se sont développés économiquement sur le coton. On ne produit que très peu de coton en Europe, on en a un petit peu en Espagne, mais c'est minime par rapport aux États-Unis, à l'Égypte, l'Afrique, et ainsi de suite, et la Chine. Et en fait, cette économie circulaire, c'est le sujet de la réutilisation de la ressource que l'on a, nous, sur nos territoires, localement, que les marques disposent, les distributeurs, les fabricants. C'est l'ouverture à la création d'une nouvelle économie qui, du coup, va impliquer nécessairement une intelligence collective et la coopération. Donc il y a la coopération entre les filières qui existent avec des outils comme Valo où on essaye de trouver pour une matière première donnée la meilleure voie de valorisation possible. Mais il y a un sujet aussi effectivement de bonne intelligence entre concurrents. J'entends les grands groupes entre eux, les filières entre elles, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure qu'on va peut-être manquer de gisements parce que on sait peut-être que les gisements sont très éparpillés et qu'on aurait peut-être plus intérêt à massifier, à globaliser et à mutualiser les savoir-faire sur le traitement de la matière première, la collecte, le tri, le démantèlement et le stockage, à la manière d'une banque des matières premières qu'on pourrait créer à un niveau de qualité équivalente entre différents acteurs, parce qu'on pourrait imaginer, c'est ce vers quoi j'aimerais pouvoir aller avec Witern, c'est créer cette banque, un peu comme les banques alimentaires en période de crise. Quand il y aura une crise et qu'on sera... Aujourd'hui, on ne ressent pas cet épuisement des ressources, on sait qu'il arrive. Donc on avance, on continue, tête baissée, tout le monde produit, etc. Et la revalorisation coûte cher. Aujourd'hui, les budgets ne sont pas préparés pour la circularité. Donc on ressent sur le marché, et en tout cas nous, en échangeant régulièrement avec les acteurs, que les budgets dédiés à la circularité ne sont pas encore très très affinés, ni très très précis, parce qu'on n'a pas vraiment étudié combien coûtait la circularité.
Et le problème, c'est qu'en fait, c'est un marché de long terme. C'est du long terme, la circularité, la préservation de la ressource. On en verra ce qui est en train de se construire maintenant va créer de la valeur vraiment de manière globale et une vraie nouvelle économie à 5, 10, 15 ans. Et sauf que ça se construit aujourd'hui. Et quand dans 10, 15 ans, peut-être certaines marques ne pourront plus toucher le coton vierge parce qu'on n'en manquera pas, mais il aura atteint des coûts, un niveau, il sera inaccessible pour certains acteurs. Et si on imagine qu'en période, on arrive à stabiliser le cours des matières premières telles que le coton, parce que nous, on défend vraiment plus le naturel, bien que sur certaines marques, on est dans le technique, on n'a pas le choix, qu'elle soit le polyester, bien sûr, mais on pourrait imaginer que construire globalement tous ensemble, que des acteurs se parlent, qu'un LVMH, un Kering, un Hermès, un Chanel ne fassent pas les choses dans leur coin, et mutualisent ensemble leurs matières premières, les moyens pour qu'on devienne plus compétitif, pour qu'on devienne plus global aussi vis-à-vis de l'extérieur, et qu'on maîtrise, qu'on crée cette nouvelle économie sur de la matière première secondaire, finalement. Sacré défi. Ben je pense qu'on est tous là pour ça. Et justement, on va continuer à faire le tour, Belle Ambition, effectivement, de vos défis rapidement. Alors j'essaie de me rattacher un peu à toutes ces problématiques qui ne sont pas forcément celles de la joaillerie, mais j'aime beaucoup finalement cette notion de compétition dont tu parlais tout à l'heure et qui finalement est d'aller dire il faut se parler ensemble et on sera plus fort en avançant ensemble. Chez Rouvena, de la même manière, on est en train de construire cette filière de la pierre ancienne et on se dit assez rapidement qu'en fait, elle est beaucoup plus intéressante si elle est partagée. C'est la raison pour laquelle on avance vers une certification de la pierre ancienne qu'on est en train d'essayer de coder avec l'aide de la BJOP, qui est l'institution de la joaillerie, pour avancer sur des certifications qui soient du coup ouvertes à toutes et qui visent finalement à sensibiliser tous les autres acteurs du marché. Encore une fois, je pense qu'on a tout intérêt à avancer ensemble et qu'on sera bien plus fort à avancer ensemble, sachant que par ailleurs, la ressource de la pierre ancienne, elle est profuse. Il n'y a pas cette question de rareté. Je voudrais revenir sur une autre notion dont vous avez tout un peu parlé, qui est celle du temps. Alors, on n'a pas tous le même rapport au temps. Quand on est une grosse maison ou un gros groupe, peut-être qu'on a du temps. Quand on est une start-up, et peut-être que toi, tu vis ça aussi, je trouve que cette notion de temps, elle est complexe parce que si on veut faire les choses vraiment bien et rentrer dans un sujet de circularité qui est un sujet à long terme, comment on s'offre ce temps? Comment on arrive à concilier des enjeux de rentabilité immédiats avec la volonté de ne pas transiger et d'avancer jusqu'au bout? Et ça, je trouve que c'est une problématique qui est formidable. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Rouvena est entreprise à mission. Parce qu'en fait, tous les jours, on est tenté d'aller vers des compromis. Tous les jours, on se dit, ça, c'est pas mal. Ça, je vais pas y arriver. Tant pis. Et en fait, non. Si on commence à avancer comme ça, on perd son intégrité, on perd sa promesse. Et à ce moment-là, la raison d'être est affectée. Et je pense que c'est un sujet dont il faut parler parce que finalement, tous ces sujets de circularité et d'innovation, ils ont besoin de temps, mais qui dit temps dit argent. Et pour Rouvena, on n'aurait pas pu avancer et se lancer comme on s'est lancé sans avoir des business angels et sans faire une levée de fonds avec des gens extraordinaires qui nous ont suivis, avec la BPI. J'ai vu quelqu'un de la BPI tout à l'heure par ici qui nous a également sponsorisé et financé. Et je dirais que ces notions-là, elles sont indispensables et qu'il y a de l'argent bien employé et qu'il faut absolument continuer à soutenir ces investissements parce que c'est ce qui permet à des startups comme Rouvena de vous proposer des bijoux magnifiques et éthiques. Merci. Votre défi chez Salomon? Il y en a 50, oui, je me doute bien. Mais juste pour aujourd'hui, s'il y avait un défi, Marie-Laure. Alors, il y a cette notion du temps et je voulais peut-être donner un ordre de grandeur. Cette chaussure-là, elle a été conçue le concept est sorti en 2019 et là, on commence à un peu à scaler. Carbios, leur premier test sur du textile to textile, c'était en 2018. Les premiers fils en industriel vont arriver en 2026. Donc ça donne aussi des échelles de temps et dans ce monde qui accélère dont on parlait à la table ronde d'avant, il faut vraiment se donner le temps quand même et avoir le courage de sanctuariser ces innovations responsables parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et l'autre chose, je vais en faire deux, qui est pour moi hyper importante quand on parle d'intelligence collective, je pense qu'aussi il faut qu'on ait le courage, l'outdoor, la mode et le luxe, de créer des récits collectifs différents. Et nous, on est beaucoup confrontés à ça parce qu'on voit que l'outdoor, un peu involontairement, on a été beaucoup repris, on a influencé, sans le vouloir, très récemment, la mode, le luxe.
et on est influencé dans l'autre sens. Et on a la capacité à amener des imaginaires vers des modes de vie plus naturels, moins carbonifères. Et cette force-là, il faut qu'on la construise ensemble, parce que tout seul, on ne pourra pas modifier ces imaginaires. Carole, votre défi? Alors nous, le défi, c'est, avant de penser à la fin de vie du produit, c'est penser à son produit, sa genèse, donc l'éco-conception. Et là, il faut savoir que beaucoup de projets à l'heure actuelle, dont on n'a pas encore trop parlé, là on entend beaucoup Carbios, on a dit la genèse, c'était dans les années de 2018. Là, des projets sont en cours de démarrage pour trouver des alternatives à toutes les substances dangereuses qu'on peut trouver dans nos textiles. On entend parler des PFAS récemment, et effectivement, on en trouve aussi chez nous. Il faut savoir que des gros projets européens sont en cours pour trouver des alternatives. Penser aux matériaux de demain, aux fils de demain, les biosourcés. Voilà, c'est des choses qui sont en route, en marche, et on espère que d'ici 5-6 ans, je pourrai venir vous en parler un peu plus en détail. Merci. Voilà. Donc ça sera le Forum 12, on y pense. Merci beaucoup, Fanny. C'est vrai que nous, on a vu que l'intelligence collective, mot qui a utilisé beaucoup ce matin, a une vraie vertu. Et c'est vrai que des sujets sur le développement durable, on a dû en choisir pour démarrer notre initiative. Mais en réalité, si je dois vous dire la vérité, le mapping de sujets qu'on s'est fait à l'innovation et qui pourrait avoir un support technologique, évidemment, nous donnerait encore beaucoup à faire dans les prochaines années. Et pour ne donner qu'un exemple, parce que c'est intéressant de co-construire, l'année dernière, pour faire ce fameux projet de mesure de l'empreinte des vêtements, on a co-construit avec les marques un modèle de données. C'était quelque chose d'assez ambitieux, mais on s'est rendu compte qu'on n'est vraiment pas seul à faire ce type d'initiative. Et ce gros sujet RSE, en fait, c'est un sujet donné de manière générale qu'on va venir extraire. Et par exemple, cette année, on va aussi travailler sur les challenges liés au Digital Product Passport, qui est aussi un sujet qui vient compiler de la donnée. Donc voilà, globalement, beaucoup de défis, je pense, d'un point de vue innovation. Amélie. Pour rebondir à ce que disait Sophie, justement, il y a certaines matières qui se raréfient, et notamment donc, sur la question de l'approvisionnement. Typiquement sur l'upcycling et sur une matière comme le denim, dans les années 90, on fabriquait des denims à 100% coton, assez robustes. À partir des années 2000, avec la vague du slim, etc., l'élastane s'est peu à peu intégré, justement, avec une envie de confort aussi, à ces produits. Donc aujourd'hui, on collecte et on source beaucoup plus de matières comme ceci, qui est plus problématique pour nous, pour l'élaboration des patronages, etc. Et puis, chaque denim a une élasticité différente, donc ça devient très très complexe. Sur une autre type de matière, comme l'été d'oreiller dont je parlais au départ, qui justement témoigne d'un savoir-faire très particulier, commence à disparaître aussi, parce que la raréfaction des matières est vraiment importante. Donc ça devient un réel défi pour nous, s'adapter justement à la dégradation de la qualité, qui maintenant fait partie de notre époque, et ensuite travailler sur la R&D, sur des biomatériaux, et les nouvelles opportunités que ça peut ouvrir. Voilà. Donc, effectivement, je savais bien qu'en donnant un défi à chacune, ça allait être trop... Pas possible. C'était pas possible. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup pour ces témoignages et de faire avancer les choses toutes à votre niveau.